tout le monde sait ou sent que quand on répète un certain nombre de fois très grand, très grand, etc., il y a un moment où on s'arrête. Ou rajouter un trait en plus ne rajoute rien. Il y a un phénomène de saturation de rien. Et quand je vous ai dit que le langage, à travers les langues, est phénoménalement puissant, ce moment où ça s'arrête, il est même perçu dans le langage. Quand vous voulez dire très grand, très grand, jusqu'au moment où ça s'arrête, vous dites, il est vraiment très grand. Et ça y est. Stop, on ne peut plus rajouter un trait. Voilà. Really very big. En anglais, dans toutes les langues, il doit y avoir ce phénomène d'arrêt. Alors, on va essayer de, après tout, donc ça c'est une chose importante, on va essayer de voir comment ceci pourrait se formuler mathématiquement. Et on va voir que la théorie des ensembles ne le permet absolument pas. Et que par la force des choses, c'est la théorie des topos qui le permet. Alors voyons. Essayons, avec les gros sabots ensemblistes, de formaliser ça. On part d'un ensemble X, qui est l'ensemble des choses auxquelles le trait s'applique, grand, fort, etc. Et on se donne une application T de X dans X, qu'il faut penser comme si X c'est grand, Tx c'est très grand. Et n'importe qui vous dira, ce phénomène, si vous voulez dire que, je répète, X, très X, etc., ça s'arrête, ça se dit de quelle façon? Ensemblistement. Pour tout X, il existe un N tel que T puissance N plus 1 de X égale Tn de X. Voilà. Wow, qu'est-ce que vous allez me dire avec les topos et tout? Voilà, je vous ai écrit ça. Ah ouais. Sauf que, si j'écris ça, pour tout X, il existe un N. Comme N, l'ensemble des entiers naturels, grand N, est bien ordonné, s'il existe un N, il existe nécessairement un plus petit N. Ah, vous allez me dire que très, ça s'arrête au bout de 4 fois, ou au bout de 5 fois, ou au bout de 3 fois. La première fois où ça s'arrête, non, totalement. Par conséquent, je ne peux pas me placer dans les ensembles, parce que dans ce cas-là, je dirais, ça s'arrête, il y a une première fois où ça s'arrête. Ah. Bon, donc grand N ne doit pas être bien ordonné. Qu'à cela ne tienne, on a des exemples de ça. On peut se placer dans un topos, avec objet des entiers naturels. On dira, bon, d'accord, au lieu de dire, déjà on sort des ensembles, mais ça ne fait rien. Voilà, au lieu de dire ça c'est un ensemble, c'est un objet, et puis T c'est un morphisme, un endomorphisme de cet objet, et puis voilà. Mais c'est pas vrai, quand même. C'est pas vrai ça. Pourquoi? Si je vais voir mon boucher,
ou un petit-fils qui a 9 ans. Et si je lui dis, si tu répètes très grand, c'est pas la peine de continuer, ça va s'arrêter. Il va le comprendre. Mais il n'a aucune idée de ce que c'est que les entiers, la liste infinie des entiers, etc., etc. Il n'a aucune idée de ça. Par conséquent, hop, on veut un topos, mais où il n'y a pas d'objet des entiers naturels. C'est-à-dire, déjà, ça exclut les topos de Grothendieck. Et maintenant, qu'est-ce que je... Alors, dans ce cas-là, j'ai fait la théorie, hein, pas trivial, j'ai fait la théorie, les orbites dans un topos, etc., etc. J'ai fait un long article en collaboration avec Bruno Loiseau. L'article a été communiqué par l'OVIR, ça veut dire qu'il y a des maths dedans. Il est repris dans le bouquin, c'est même le dernier paragraphe de l'éléphant de Johnstone, et la dernière ligne du second volume de Johnstone, qui n'est pas de mes amis, c'est Recommended for Further Reading, l'article en question. Donc c'est des vrais maths. Donc ça corrobore ce que je disais, qu'en cherchant dans le langage, j'ai trouvé une inspiration à des mathématiques sensées et, je crois, hautement non triviales. Et ceci, pour le trait, a été même généralisé, pas seulement pour le trait, et d'une certaine façon, mon article avec l'oiseau, c'est quoi? Je ne l'ai pas dit comme ça, bien entendu, mais c'est qu'est-ce que ça veut dire, etc. Etc. existe dans le langage humain, qui n'est pas dit comme ça, mais il existe en français, en anglais, etc. Et le formalisme de etc. est exactement le contenu de l'article que j'ai écrit avec l'oiseau. Voilà, je vous remercie. Et j'espère vous avoir convaincu qu'on peut faire des maths sans ou avec très peu de théorie des ensembles. Bien entendu, j'ai utilisé la théorie des ensembles, beaucoup, comme tout le monde. Il y a déjà une raison pour laquelle j'ai été forcé de l'utiliser. Quand je dis forcé, c'est forcé. Ben, ne serait-ce que pour comparer mon travail avec le travail d'autres personnes qui utilisaient la théorie des ensembles. Si je veux comparer, il faut bien le faire. Mais, de nouveau, à chaque fois que j'ai pu, j'ai essayé d'éviter les ensembles. Par exemple, peut-être je finirai avec ça, j'ai été très soucieux de la notion d'internalisation de structure, internalisation, à un point tel que dès 1966, publié en 1967, mon article sur les bicatégories, qui est un article, je crois, fondateur, j'ai défini les bicatégories tout de suite au début, et ça m'a pris 2 pages. Et après, ça a autre chose. Mais, tout de suite après la définition en 2 pages des bicatégories, tout de suite après, j'ai pris 10 pages pour
démontré qu'on pouvait internaliser la notion de bicatégorie, qu'on peut définir, ayant une catégorie à produit fibré, ce que c'est qu'une... On parle de catégorie interne, mais là, j'ai montré qu'on pouvait parler de bicatégorie interne à une catégorie à produit fibré. Ça m'a pris beaucoup plus longtemps, surtout que j'étais un peu maladroit à l'époque. Ça voulait dire que même à ce moment-là, je ne voulais pas penser seulement aux bicatégories, mais aux bicatégories internes, ça veut dire exit les ensembles. Voilà, merci. Merci beaucoup.